Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point. Vous êtes sur Brixactu, la chaîne qui vous donne les clés, parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Et nous revenons aujourd'hui sur l'interview donnée par Pierre de Gaulle à Spoutnik Afrique. Qu'il s'agisse de la place de la France, du conflit russo-ukrainien ou même tout simplement du rôle des médias, c'est avec beaucoup de sagesse que Pierre de Gaulle pose son regard sur la situation actuelle. Il revient tout d'abord sur le fait d'envoyer des troupes européennes en Ukraine, qualifiant ceci de grande bêtise. Je ne crois pas du tout en l'armée européenne. Mon grand-père n'y croyait pas non plus. Vous ne pouvez pas imaginer que des Allemands, des Anglais ou des Suédois se battent pour la France comme elles se battraient pour leur propre pays. Ça ne fonctionne pas. C'est une idée technocrate européenne qui vise en fait à dissoudre l'esprit de la nation, l'esprit du peuple, sa capacité à se défendre, dans une sorte d'union, je dirais plus ou moins claire, où chacun se fond dans un espace européen, et donc l'exercice étant de dissoudre, je dirais, chaque pays dans une sorte de vaste marché qui est finalement soumis à des règles anglo-saxonnes. Il n'y a plus de capacité nationale, il n'y a plus de défense nationale et les intérêts de chaque pays ne sont pas respectés. L'envoi de troupes européennes en Ukraine est une bêtise considérable puisqu'il s'agit de troupes européennes, des troupes de l'OTAN, qui, si elles se battent sur leur propre drapeau avec leur propre uniforme, seraient en fait considérées comme une agression ou une possibilité d'agression directe de ces pays européens contre la Russie. Le président Poutine a dit qu'il n'avait aucunement l'intention d'envahir l'Europe, ni même l'Ukraine, que c'était une aberration. D'ailleurs, ce n'est absolument pas l'intérêt des Russes. Eh bien, tous ces pays sont dans le commandement intégré de l'OTAN. C'est-à-dire qu'ils sont soumis au commandement américain. Donc, l'idée de faire une armée européenne qui serait indépendante, qui jouerait un rôle indépendant en Ukraine, c'est une supercherie. C'est faux. C'est encore une utilisation et une manipulation des Européens et des pays membres, quels qu'ils soient. C'est une manipulation des Français de faire croire que l'armée européenne, qui est une utopie, est autonome, avec des décisions autonomes pour défendre leurs propres intérêts. C'est faux. C'est un mensonge. L'Ukraine existe-t-elle encore? Voici la question. Le président Zelensky, enfin il n'est plus président depuis le mois de mai dernier, a dit, a donné mandat à BlackRock en fin décembre 2002 pour la reconstruction de son propre pays. Le président Zelensky a vendu déjà depuis très longtemps son propre pays. 50% des terres agricoles, c'est la surface de l'Italie. Maintenant, les terres rares, il n'y a plus rien. C'est un pays qui, malheureusement, sera partagé entre une partie, je dirais, véritablement ukrainienne, encore que les Polonais voudront aussi récupérer un bout, une partie qui serait une sorte de no man's land politique et économique, sans occupation militaire, et une partie russe, d'ailleurs composée de populations qui sont entièrement russophiles. Donc, il n'y a plus d'Ukraine. Quel rôle ou quelle capacité a la France aujourd'hui dans la résolution des conflits internationaux? La France a perdu sa capacité d'être un arbitre dans les règlements des crises internationales. Elle n'a plus sa propre politique. Et le président Macron, lui, n'a jamais eu, je ne peux même pas parler de clairvoyance, c'était une politique extrêmement ambiguë où il change en fonction des circonstances. Si vous regardez, si vous observez la communication, même la gestuelle de cette entrevue qui a eu lieu il y a 3 jours à Washington avec le président Macron et le président Trump, le président Trump est resté silencieux lors des questions qui ont été faites devant les journalistes. Il n'a pas fait de commentaires. Il est resté extrêmement réservé. Les Américains, qui sont des gens extrêmement pragmatiques, vont faire payer l'addition à l'Europe. Quel est le coût de la reconstruction de l'Ukraine? Quel est le coût même de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne? On parle de 180 milliards. Il est évident que ce ne sont pas les États-Unis qui vont le payer. Les États-Unis auraient déjà donné 300 milliards, la communauté européenne 138. D'ailleurs, on ne sait pas très bien où va l'argent.
Et je pense que le président Zelensky sera rattrapé très lourdement sur ces dossiers, comme sur d'autres. L'Ukraine a-t-elle réellement été utilisée comme instrument pour provoquer une guerre contre la Russie? La France et l'Allemagne étaient toutes les deux garantes des accords de Minsk, censés protéger les populations du Donbass contre les attaques d'un régime institué par l'administration américaine à l'époque, qui visait justement à réduire ces populations pro-russes dans le Donbass, et ça a causé, je dirais, 18 000 morts. 18 000 morts. Et les Français et les Allemands étaient garants de ces accords. Les présidents de l'époque, président Hollande et notamment Angela Merkel, ont tous les deux dit, la chancelière Angela Merkel, ils ont avoué devant les médias, l'une dans le magazine Die Zeit et François Hollande ensuite devant les journalistes, que tous ces accords étaient en fait un jeu de dupes. Ils étaient uniquement destinés à laisser à l'Ukraine le temps de se réarmer. L'Ukraine a été utilisée aux dépens, évidemment, des Ukrainiens qui ont payé de leur sang ces erreurs. On parle près d'1 million de morts, de tués et blessés en Ukraine, uniquement comme instrument pour provoquer une guerre contre la Russie. Ce nouvel ordre mondial est-il repensé par Poutine et Trump? Il est vrai que dans cet exercice, qui est un exercice politique et médiatique, et je le déplore, la France et la Grande-Bretagne se sont engouffrées dans la surenchère parce qu'elles n'ont pas de programme, elles n'ont pas de perspective. C'est un vide politique qu'il faut combler. Comment comble-t-on le vide politique? Par l'agressivité et l'arrogance, avec les conséquences que l'on sait. C'est l'Europe la grande perdante des sanctions. Les chiffres le montrent. La Russie a eu une croissance de son produit intérieur brut de 4,3% en 2023, malgré les 20 000 sanctions, et de 3,4% en 2024. Et avec beaucoup d'hypocrisie, parce que finalement, la France importe 40% de gaz russe, directement et indirectement. L'Europe est la première importatrice de gaz russe. Et le solde même d'achat de gaz russe en France, enfin je dirais en Europe, se monte environ à un peu moins de 30 milliards d'euros. C'est supérieur à l'aide financière que l'Europe a donnée à l'Ukraine, qui est à peu près 19 milliards. L'Europe est perdante, elle a voté 20 000 sanctions. Les Américains ont dit tout de suite, M. Rubio a dit qu'il fallait envisager une levée des sanctions vis-à-vis de la Russie. Et l'Europe, Mme von der Leyen en tête, M. Macron aussi, M. Starmer disent qu'il faut maintenir ces sanctions et en plus, il faut imposer une présence militaire en Ukraine. Eh bien, l'Europe va continuer à se tirer une balle dans le pied, à se punir, à souffrir totalement inutilement, puisque les Américains vont lever les sanctions. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'Europe vient d'ailleurs de voter un 16e train de mesures contre la Russie. Donc, il n'y aura plus de transactions en euros, mais les transactions se feront en dollars, sur le dos des Européens. Quelle va être la conséquence pour les Français et pour les habitants de l'Allemagne, de l'Italie? La Grande-Bretagne, c'est encore un autre problème. Et qu'elles vont simplement payer l'énergie, les matières premières beaucoup plus chères, qu'ils vont être obligés de l'obtenir sur les marchés internationaux, qui auront déjà été négociés par les Américains, qui auront, eux, directement traité avec la Russie. Sachant que la Russie, évidemment, s'est réorientée, diversifiée à l'Est, s'est modernisée. Quelle est la place de la France aujourd'hui sur le continent africain? La Russie a fait un travail diplomatique et d'accompagnement considérable vis-à-vis de l'Afrique. On dira « Ah, la France a été chassée de l'Afrique, c'est de la faute des Russes ». Alors c'est la faute des Russes, c'est la faute aussi des Américains, c'est la faute aussi des Chinois qui y sont, tout simplement parce qu'on n'a pas su comprendre et qu'on n'a pas su accompagner l'évolution de ces pays et qu'on n'a pas reconnu leur degré de maturité. Il y a eu des alliances et des rapprochements sur les 12 entre guillemets, colonies, je n'aime pas ce terme parce que pour moi il est réducteur, africaines. 11 ont voté pour des relations bilatérales avec la France. On a trop, par le passé, cédé
je dirais, à la facilité, aux intérêts économiques, en donnant à une certaine catégorie de politiciens africains beaucoup trop de largesse, beaucoup trop d'autonomie, beaucoup trop de privilèges. Il y a eu ces excès que vous connaissez, ce qui fait que la population africaine a été totalement privée du bénéfice d'accords économiques, de partage de richesses, de sécurité sociale et d'avancées, je dirais, équilibrées dans la construction de leur propre société. On n'a pas su aussi reconnaître aux Africains un certain degré de maturité, une connaissance. Les Européens, les Français aussi, les politiques ont des œillères devant les yeux. Ils voient la Russie comme étant celle des années 90. Ils voient l'Arabie Saoudite comme étant celle des années 90. Alors ils voient les Africains comme étant encore ceux qui sont, je dirais, entraînés, développés, gérés par les anciennes colonies, pour employer un mot très fort. Ce n'est plus du tout le cas. Tous ces pays ont une maturité politique, ont des capacités d'innovation, ont des universités, ont une formation considérable. Et les BRICS, on en parle? Les BRICS sont une opportunité considérable. Les BRICS, c'est de dire, eh bien, il y a des pays qui veulent s'allier, qui veulent travailler ensemble de façon équilibrée, sans que l'un domine l'autre, dans une perspective plus juste, plus prospère. La dynamique des BRICS, elle est positive parce qu'elle va forcer certains organismes comme l'ONU, comme la CPI, à se réinventer, à faire en sorte que des pays qui sont très importants, comme l'Inde, comme des pays africains, aient un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut repenser ces institutions. Je souhaite évidemment que la France en fasse partie. Les BRICS ne sont pas du tout, je dirais, exclusifs, ni une concurrence par rapport à l'Europe, par rapport à l'ASEAN, ni par rapport aux États-Unis. Je crois que c'est une recomposition du monde, c'est une véritable dynamique qui est en train de se créer, et la France doit y participer. Comme chaque pays européen, c'est quelque chose que je défends. Je suis un ardent défenseur de ce nouveau monde équilibré, mais qui veut que chaque pays puisse choisir ses partenaires librement, de façon équilibrée, sans qu'il y ait une institution qui les domine, sans qu'il y ait une technocratie qui leur dicte leur propre politique ou leur propre volonté. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et beaucoup d'autres 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur notre canal Telegram BRICS Actu, le lien est dans la description. N'hésitez pas à faire connaître les infos des BRICS en likant et partageant cette vidéo et abonnez-vous pour ne manquer ni nos points, ni nos analyses, ni nos récaps de la semaine. Quant à moi, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, Carpe Diem.